Hello les TG3, alors on va reprendre nos petites habitudes télévisuelles en quelque sorte, hein, où je vais donc vous proposer de commencer le nouveau chapitre d'histoire. Je crois, hein, je me souviens plus trop, de vous avoir donné le poli en papier. Si je ne l'ai pas fait, en tout cas, par acquis de conscience, je vais vous le remettre en pièce jointe sur le mail que je vais vous envoyer pour vous donner le lien de cette vidéo que je vais vous proposer. Je vais l'agrémenter aussi de petites vidéos, puisqu'on a un peu plus le temps du coup. Euh, que je ne vais pas insérer dans ma présentation parce que j'ai pas envie de reconnaître la mésaventure de la fois dernière où on m'a interdit de publier ma vidéo sous prétexte de sombres enjeux de droits d'auteur pour des extraits de journaux télévisés qui datent de 50 ans quasiment. Je ne veux pas prendre de risques et donc je vous enverrai un mail, enfin, que vous avez forcément vu puisque vous regardez la vidéo, avec donc d'autres liens vidéo que je vous invite à consulter. Vous verrez, bon, c'est des séquences qui sont très courtes et qui vous mettent un petit peu dans l'ambiance de l'époque, qui est à la fois pas si lointaine, mais quand on regarde les images, ont l'air quand même d'un autre temps, notamment sur la technologie et peut-être les modes vestimentaires. J'imagine que c'est plus ou moins, hein, je ne veux pas faire je ne veux pas vexer vos parents, mais je pense que ça doit correspondre plus ou moins à la période que vos parents et donc moi-même avons vécu plus ou moins dans notre jeunesse. Alors, on a un chapitre sur la France ici qui est absolument passionnant parce que c'est vraiment un moment charnière dans notre histoire contemporaine, tout au moins, et dans l'histoire de la Ve République, parce qu'on va y découvrir plein de choses qu'on n'envisageait pas à l'époque. Alors, il va y avoir une première partie, on va dire, très axée sur la politique, et donc peut-être un peu plus complexe. Et voilà, il faudra vraiment retenir les mécanismes, hein, les noms des personnages. Bon, vous en connaissez forcément quelques-uns. Enfin, je pense que François Mitterrand, Jacques Chirac, Valéry Giscard d'Estaing, bon, c'est quand même qui seront les principaux acteurs de cette période. Vous les connaissez au moins de nom. Après, bon, voilà, je vais vous donner quelques noms de ministres qui, à l'époque, ont marqué leur temps, qui peut-être pour vous ne diront rien, mais qui forcément rappelleront des souvenirs à vos parents. Mais enfin, l'objectif c'est pas de faire le cours à vos parents, mais en tout cas c'est vraiment un moment passionnant puisque c'est l'époque où notre génération des années 68, hein, enfin ceux qui c'est la poursuite hein, de ce qui s'est passé en 68. Les jeunes arrivent un petit peu, pas au pouvoir, mais tout au moins sont suffisamment âgés maintenant pour s'investir dans la vie politique et la changer, puisque cette génération baby-boom, elle fait basculer un petit peu le, le cadre de notre société qui se rajeunit d'un seul coup, hein, subitement, puisque là, on a d'un seul coup une majorité de jeunes qui arrivent dans l'âge adulte, et donc la population qui était, on va dire, plutôt âgée, et donc la vie politique qui était plutôt aux mains des personnes âgées, tout au moins d'un certain âge, les jeunes, vous allez voir, considèrent qu'ils ne sont plus représentatifs à la fois de leur âge, mais aussi forcément de leurs préoccupations. Donc, en termes de politique, on va voir qu'il va y avoir des bouleversements, puisque deux choses importantes vont arriver qui n'étaient pas prévues au programme, enfin peut-être même trois d'ailleurs. La première, c'est que le gaullisme, hein, cette Ve République qui a été créée par De Gaulle, le gaullisme s'estompe, et donc on va dans un premier temps avoir un président de droite, mais qui n'est pas spécifiquement gaulliste. Et donc on voit que la France, qui était globalement à droite, hein, avec De Gaulle et puis ensuite Pompidou, petit à petit
se redirige vers le centre avec Valéry Giscard d'Estaing, qui est un centriste, hein, qui sera donc le président de la République. Et puis, autre deuxième grand événement, c'est donc l'arrivée de la gauche au pouvoir avec François Mitterrand. Donc on continue notre déviation, hein, on était bien à droite, on est passé au centre et là on arrive sur la gauche. François Mitterrand qui va arriver au pouvoir parce que les gens attendent d'autres perspectives, d'autres solutions à la crise, hein. N'oublions pas qu'on sera toujours dans les années 70-80, toujours dans la crise, enfin les conséquences de la crise du choc pétrolier, des chocs pétroliers. Et troisième événement imprévu, c'est la cohabitation, hein, à savoir qu'on a un président d'une couleur politique et un chef de gouvernement qui sera d'une couleur politique opposée. Donc ça, on ne pensait pas que ça pouvait arriver. Les juristes plongent là-dedans, hein, essayent de regarder un petit peu, décortiquent les statuts de la Ve République et on se rend compte que bah, finalement c'est possible. Alors si c'est possible sur le papier, on croit que ça ne va pas être possible dans la réalité et pourtant globalement ça va fonctionner avec des fortunes diverses pour leurs acteurs. Donc c'est vraiment sur un plan politique, c'est vraiment quelque chose de très intéressant, c'est assez technique, mais pour ceux qui aiment les sciences politiques, c'est vraiment une période où il se passe beaucoup de choses. Et puis les deuxième et troisième parties, mais qu'on verra plus tard, parleront un peu plus de la société, hein, et notamment en quoi la jeunesse qui va militer pour ses droits, ce qui va permettre aussi notamment aux femmes de militer pour les leurs aussi, vont bouleverser la société. Vous le voyez sur cette première image que je vous ai donnée, les jeunes à cette époque-là ne sont pas contents, enfin ils n'ont pas l'air contents et ils ont l'air, voilà, hein, certains ont le poing levé, la jeune femme devant a un regard de colère tout intériorisé, mais avec un regard vraiment volontaire, hein. On a des gens masqués derrière, des gens qui ont l'air de crier. Voilà, les jeunes ont des choses à dire et vont le faire savoir. Alors, voilà donc l'intitulé de notre chapitre, hein, les remises en cause économiques, politiques et sociales des années 70 à 91. On l'a vu au niveau international, comme d'habitude, on termine cette grande thématique en zoomant un peu plus sur la France et cette période du milieu des années 70 à la fin des années 80, c'est vraiment une période assez bouillonnante en France et dont on est directement l'héritier, hein. Il y a une bonne partie de notre société actuelle a quand même eu ses fondements dans ces bouleversements de l'époque. Jusqu'en 74, c'était au contraire plutôt figé. C'était la croissance économique, il y avait du travail, donc il n'y avait pas trop de mécontentement, il n'y avait pas beaucoup de jeunes, les jeunes étaient encore enfants, et donc on avait une société de droite, bien pensante, qui voilà, sortait pas des cadres. Euh, voilà, à partir du milieu des années 70, ça change. Alors, donc l'année 1981, donc si on prend l'introduction, hein, est un tournant hein, dans la vie politique. Donc à chaque fois hein, que je mets un terme en fluo, c'est un terme technique et je vous donne donc toujours la définition entre parenthèses derrière, hein. Donc c'est une rupture hein, en quelque sorte. Et une rupture, on peut considérer que c'est vraiment quelque chose qui n'a pas de retour, quoi, hein. C'est quelque chose qui revêt un caractère quasiment définitif. Cette année 81, hein, c'est vraiment une année charnière hein, dans cette période, puisque, comme je vous le disais tout à l'heure, on va y revenir après, hein, c'est la première fois donc que la gauche arrive au pouvoir. Et c'est peut-être ça qui est l'événement qui a le plus marqué les esprits à l'époque. Et on va voir que donc sur un plan plutôt après culturel et social, hein, il y a clairement un désir de changement, comme je vous l'ai dit, hein, qui a commencé avec mai 68. Et donc on va voir comment plus ou moins adroitement et plutôt maladroitement les hommes politiques vont essayer de jouer aux jeunes qu'ils ne sont pas, hein, qu'ils ne sont plus en tout cas, et qui finalement, leur tentative de séduction des jeunes va généralement plutôt échouer.
Et puis donc, c'est aussi une période hein, où la société hein, va véritablement changer. Hein. Cette jeunesse qui arrive euh, à l'âge adulte et qui veut que les choses changent, on va voir hein, clairement des implications dans la culture, dans les médias, et puis je vous dis au niveau de la société. Hein, les jeunes militent pour une liberté sexuelle notamment. Et donc, on va avoir les premiers, ce qu'on va appeler les gay pride, hein, les premiers défilés d'homosexuels qui se disent il n'y a pas de raison, il n'y a pas de honte à être homosexuel et on a le droit de crier haut et fort qu'on l'est, ce qui était inenvisageable dans les années 60, début des années 70. Hein. C'est aussi le grand débat sur les immigrés, puisque pendant la période de croissance, on les a fait venir en masse. Pendant la période de crise, on a voulu les remettre chez eux. Et donc c'est un moment où se développe aussi pas mal le racisme. Et donc la jeunesse milite hein, un petit peu contre ces mouvements racistes qui se développent à l'époque. Il y a le mouvement. Alors à chaque fois, je vous préviens, je vais sûrement avoir des flashs de mes souvenirs de jeunesse, donc je vais vous encombrer avec ça. Mais si ça peut permettre d'illustrer un peu, il y avait, et ça a eu l'occasion aussi d'en parler à vos parents, hein, il y a eu un mouvement de jeunesse, de lycéens, hein, moi j'ai vu ça, hein, c'était l'époque des badges, hein, à l'époque on mettait, il y avait on mettait des badges sur ces vestes, où on arborait fièrement nos groupes préférés, et il y avait une association de lycéens et puis bon, plus ou moins encadré par des mouvements politiques et notamment le Parti socialiste, c'était touche pas à mon pote, c'était une main hein, qui se disait stop, hein, qui arrêtait, et c'était marqué touche pas à mon pote, et c'était le mouvement qui, voilà, ces gens qui mettaient, les jeunes qui mettaient ça voulait dire qu'ils étaient contre le racisme et que voilà, ils considéraient que les étrangers étaient leurs amis, donc mon pote, hein, touche pas à mon pote, touche pas aux immigrés. C'était une façon de montrer que la jeunesse soutenait les immigrés et que voilà, ils étaient français, ils avaient travaillé en France, il n'y avait aucune raison de s'en débarrasser. Donc voilà, hein, la problématique c'est tout ça, c'est tout ce bouillonnement. Hein, en quoi on peut dire que cette période c'est vraiment un changement de cap pour la France. Alors, première partie, on va voir assez vite donc le septennat, septennat parce que le mandat présidentiel dure 7 ans, hein, je vous rappelle, donc les 7 années de Valéry Giscard d'Estaing. Alors Valéry Giscard d'Estaing, voilà, hein, c'est lui qui incarne la jeunesse à l'époque. Et il faut bien savoir, hein, je crois vous l'avoir dit, que voilà, c'est le plus jeune président de la Ve République. Hein, il a pas 50 ans hein, quand il est, je crois qu'il a 48 ans, je crois, quand il est élu président de la République. Donc Macron fera mieux. Mais voilà, c'est le petit jeune hein, à l'époque dont vous voyez un peu comment pour la société de vos grands-parents, ce que c'était un jeune. Hein. Bon, la vraie jeunesse, ben voilà, hein, elle est là. Hein. Alors vous voyez, hein, c'est coloré. Si vous regardez les- les tenues un petit peu vestimentaires, peut-être ça vous donnera l'idée peut-être de remettre à la mode les pantalons pattes d'éléphant. Je ne sais pas si vous avez connu ça, ou si un jour ça reviendra. Je pense que ça a du mal à revenir ce genre de choses. Il y a pas mal de vieilleries qui sont revenues à la mode, mais ça franchement, va falloir être courageux. Hein. Donc vous voyez, bah, tous ces jeunes voilà, qui petit à petit arrivent à l'âge de 18 ans, 21 ans. La majorité c'était 21 ans hein, à l'époque. Là on passe à 18 ans. Hein. Il est jeune, alors il veut s'adresser aux jeunes, donc il abaisse le droit de vote à 18 ans, pensant que les jeunes vont lui être reconnaissants hein, de ça. Et en fait, ces jeunes ici bah, vont voter contre lui aux élections suivantes. Et puis sur un plan politique, on regarde, on va pas dans le détail, hein, on regarde vraiment pour que ça soit simple, ce qui est en dégradé de bleu, ce sont les partis de droite, ce qui est en dégradé de rouge, ce sont les partis de gauche. Et donc vous voyez hein, que lorsque Valéry Giscard d'Estaing, donc du centre droit, il est au pouvoir dans un premier temps, voilà, il a une majorité assez confortable, hein, de plus de 350 à peu près, donc je dis pas de bêtises, à presque 300 sièges. Vous voyez que voilà, en 1980, tout bascule. Hein, vous voyez d'un seul coup un plongeon hein,
des partis de droite et d'un seul coup, pouf, la majorité passe à gauche. C'est le moment où François Mitterrand arrive au pouvoir, mais rapidement, les espoirs de l'arrivée de la gauche au pouvoir, pensant qu'il y allait avoir un gros changement de politique et que la gauche allait pouvoir améliorer ce que la droite n'avait pas su faire, hein, badaboum, on voit que c'est la déception, c'est la frustration, et vous voyez, 5 ans plus tard, à peine, les nouvelles élections législatives redonnent la majorité à la droite, ce qui va compliquer les choses, puisque donc le président, lui, est à gauche. Donc, vous voyez, la, la fausse jeunesse, en quelque sorte, alors qui donc, vous voyez, on va en parler aussi, hein, cette utilisation des médias aussi, hein, c'est le début. Hein, on va commencer, alors non pas que les politiques vont devenir des people, mais voilà, ils vont essayer d'utiliser plus ou moins adroitement les médias pour que les gens voilà, voient un peu plus les hommes politiques qu'on ne voyait pas avant, hein, et que voilà, ils puissent s'exprimer directement au peuple, hein, face au peuple, mais voilà, avec des fortunes diverses. Donc, la jeunesse politique, en quelque sorte, la vraie jeunesse dans la société, et puis on voit que la population, vous voyez, elle est un peu paumée dans cette période très difficile sur un plan économique. Elle cherche des solutions qui, à chaque fois, les déçoivent, hein. D'abord, continuer à voter à droite, on est déçu. Du coup, on vote à gauche, on est déçu. Du coup, on remet à droite, mais de manière un peu plus équilibrée. Les gens ont du mal à savoir ce qui est bon pour eux. Alors, si on est plus factuel, si on va directement maintenant, enfin un peu plus sur les événements en tant que tels, hein, donc, euh, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, hein, Valéry Giscard d'Estaing, c'est un candidat de centre droit, donc il est plus gaulliste. Hein, c'est pas un gaulliste. Hein, donc c'est un petit événement. C'est la première fois donc dans la Ve République qui a été créée par De Gaulle. C'est pas un gaulliste qui prend le pouvoir, qui devient président. Ceci étant, il ne peut pas balayer l'héritage de Gaulle, hein, comme ça du jour au lendemain. Il y a une partie de la France qui est quand même très très fidèle à l'idée du gaullisme, et donc c'est pour ça qu'il choisit Jacques Chirac comme Premier ministre, qui est chef d'un parti qui s'appelle l'UDR. Alors le problème, c'est que les partis gaullistes, ils changent de nom à peu près tous les 2 ans, donc on va pas trop s'embêter et se bourrer le cerveau avec les différents types de partis gaullistes. Donc il faut savoir que Jacques Chirac, c'était vraiment un gaulliste, hein, pur et dur. Et donc pour voilà, bien asseoir son pouvoir, Valéry Giscard d'Estaing, il prend Jacques Chirac pour avoir les gaullistes avec lui. Donc lui, il est centre droit, pas forcément gaulliste, mais il prend comme Premier ministre le plus grand représentant du gaullisme en France. Ainsi, comme ça, il a une stabilité, il récupère les militants de droite et il a les militants du centre. Alors, je vous ai mis un lien pour une première vidéo qui est vraiment dure quelques secondes. Je vais vous montrer quelques événements qui ont marqué leur temps. C'est très très court, c'est un extrait du débat qui a eu lieu entre les deux candidats au deuxième tour, hein, aux élections de 74. Donc c'est Valéry Giscard d'Estaing contre François Mitterrand déjà. Et vous verrez un échange assez agressif entre François Mitterrand et Valéry Giscard d'Estaing. Et la petite phrase de Valéry Giscard d'Estaing, elle a marqué clairement le débat, comme quoi, vous savez, là on rentre, vous voyez, dans la communication. C'est-à-dire qu'avant, les débats, ils n'étaient pas télévisés, on ne savait pas, il n'y avait pas de débat d'ailleurs. Mais la télévision a amené les débats, et donc il était important de marquer les esprits. Et donc il fallait essayer, et c'était ça, on va dire, un des exemples de la capacité d'un homme à présider, puisque c'était que des hommes à l'époque, c'était d'être capable voilà, en dehors de leurs idées, de leurs discours, qui étaient déjà bien sûr préécrits, et voilà, ils développent leurs idées, et tout est préparé, mais de temps en temps, ça dérape un peu, il y a des échanges un peu plus vifs et improvisés,
Et c'est la capacité de ces gens-là, de ces candidats, à rebondir sur quelque chose qui est improvisé et à sortir la petite phrase, alors, des fois assassine, des fois pertinente, mais qui va marquer les esprits des gens en disant ah ouais, lui il est fort quand même, il a fait ça et du coup récupérer du coup des voix. Et là, en l'occurrence, dans ce débat Valéry Giscard d'Estaing, Jacques Chirac, voilà, on a l'avantage est plutôt à Giscard qui là malmène clairement Mitterrand qui l'avait un petit peu attaqué et ça lui est revenu comme un boomerang. Donc je vous laisse regarder, je vous en dis pas plus. Vous verrez, quand on avec le temps, on se dit bon, c'est vraiment du détail quoi. Mais à l'époque, mais comme encore de nos jours, hein, les petites phrases, hein, on est toujours en quête, les journalistes sont toujours en quête de la petite phrase pour faire le buzz. Là, on peut dire bien avant notre époque, Giscard d'Estaing a fait le buzz. Et donc, comme il est jeune, hein, comme maintenant il n'est pas vraiment un gaulliste fermé, hein, même s'il a un gouvernement gaulliste, il décide de faire une politique qui s'adresse aux jeunes. Hein. Donc, il abaisse la majorité de 21 à 18 ans, il facilite les divorces. Avant, les divorces, c'était des procédures qui étaient très coûteuses, très longues et qui étaient très, euh, on va dire, bah, qui laissait, enfin qui ruinait plus ou moins les gens parce que je vous dis c'était très coûteux et puis qui laissait des séquelles parce que c'était vraiment, il ne pouvait y avoir de divorce que s'il y avait faute, que s'il y avait faute avérée. Hein. Donc on allait chercher, fouiller dans la vie de son conjoint le moindre élément qui pouvait éventuellement servir à justifier une faute et donc voilà ça finissait en combat, en pugilat qui bien sûr poser, enfin voilà, laisser des séquelles à vie. Alors là, on dit voilà, bon bah c'est tout, ça marche plus, ça marche plus. Il y a moyen maintenant de, si les deux sont d'accord pour divorcer, bah, voilà, on facilitera la procédure. Parce qu'avant, je vous dis, le divorce ne pouvait être éventuellement étudié que s'il y avait une faute avérée. Donc, voilà, abaissement de la majorité, le divorce, voilà, deux exemples, hein, il y en a d'autres, mais on ne va pas non plus faire un listing. Et puis, comme je vous l'ai expliqué, hein, j'en reviens pas dessus, grâce à la télévision, il souhaite donner l'image d'un président dynamique, proche des Français, et notamment s'invitant à déjeuner chez eux. Alors, je vous ai mis une deuxième vidéo, Valéry Giscard d'Estaing chez les Français. Là, si je me souviens bien, ouais, je sais plus. Il y en a une aussi où il fait du foot. Alors je sais plus si c'est la même. Je vérifierai bien que je vous les ai mises toutes les deux. Vous avez Valéry Giscard d'Estaing. Alors celle-là, il faut la regarder quand même parce que Valéry Giscard d'Estaing. Alors il n'est pas encore président à ce moment-là. Il est ministre de Pompidou. Il est ministre des Finances, qui est quand même un des grands postes hein, au ministère. Et il est maire aussi d'un petit village dans le centre de la France, Chamalières, et donc histoire déjà de préparer sa campagne présidentielle, il veut montrer que voilà, il est jeune sportif, et donc il organise un match de foot entre l'équipe municipale et puis des habitants de son village. Et alors bien sûr, il y a plein de journalistes qui sont là, donc il arrive sur le terrain, il ressemble à tout sauf à un footballeur, et puis après vous avez l'interview d'après-match, parce que c'est le héros forcément, parce que vous verrez, il marque le penalty à la dernière minute pour égaliser, et vous verrez ce tir magistral, je pense que Neymar regarde la vidéo tous les jours pour s'en inspirer. Et vous avez l'interview de Valéry Giscard d'Estaing, donc ministre des Finances, futur président quelques mois plus tard, torse nu dans, dans les vestiaires. Et vous verrez que vous pourrez constater, mesdemoiselles, messieurs, qu'en fait, je ne sais pas si c'est parce qu'il habite près des volcans, il est originaire de l'Auvergne, mais il y a eu manifestement, côté capillarité, tout au moins un plissement de terrain, parce que tout ce qu'il a perdu sur le crâne, à mon avis, s'est retrouvé sur son torse, voire sur son dos. Mais c'est assez surréaliste, quoi, d'imaginer ça, même maintenant où il y a quand même beaucoup moins, on voit beaucoup plus de choses assez étonnantes à la télé, voir un ministre torse nu dans les vestiaires en train de parler tranquillement de son après-match, enfin de faire l'analyse de son match de foot, c'est assez étonnant. Vous verrez aussi, donc, histoire de montrer qu'il est voilà,
un président sympa. Voilà, vous verrez dans ce reportage aussi, ou dans un autre reportage, il invite des éboueurs à venir manger à l'Élysée, il se fait inviter dans des familles pour manger le samedi soir avec eux. Donc vous verrez, c'est assez étonnant, assez surréaliste aussi. Mais là encore une fois, ça n'a pas véritablement l'effet escompté auprès des jeunes, hein. Parce que ce qui concerne avant tout les jeunes, mais aussi la population de manière générale, c'est pas de savoir ce qu'a bouffé le président chez un Français dans une campagne ou chez un Français dans la banlieue d'une grande ville, c'est d'avoir du travail et d'avoir un pouvoir d'achat qui augmente. Or, à cette époque-là, bah, il y est pour rien, hein, on ne peut pas lui reprocher ça, c'est que Valéry Giscard d'Estaing, il arrive en moment des chocs pétroliers. Et donc il arrive au pouvoir quand l'économie est encore en bon état et il se prend les deux chocs pétroliers dans la figure. Donc lui, comme tous les hommes politiques de tous les pays industrialisés à l'époque, hein, et donc c'est des gens qui vont avoir leur image absolument écornée, hein, par cette crise. Ils sont ceux qui étaient au pouvoir au moment de la crise, donc on leur porte un petit peu la responsabilité, alors qu'ils n'en sont pas responsables, mais on leur en voudra de ne pas avoir trouvé de solution, parce qu'on constate que, pour ainsi dire, aucun pays n'a trouvé. Alors certains en ont trouvé plus ou moins rapidement, la France a été plutôt long, mais voilà, il lui est tombé une situation sur laquelle, bon, effectivement, il n'a pas forcément trouvé les bonnes solutions. Ceci étant, on va le revoir, là, hein, on a vu que des solutions à cette époque-là, tout au moins il n'y en avait pas 36, c'était soit la politique de rigueur, hein, donc on montait les impôts, on bloquait, voire on baissait les salaires et on montait les impôts pour faire rentrer de l'argent dans les caisses, et puis ensuite investir. Soit c'était la politique de relance, comme on l'a vu dans les années 30 avec le New Deal, hein, c'est dépenser de l'argent, s'endetter, et que l'État s'endette encore davantage pour essayer de relancer l'économie. Euh, mais le problème, c'est que le pays il est déjà tellement endetté que c'est plus tout à fait possible. Donc, sachant que les politiques de rigueur, elles, sont plutôt impopulaires, vous pensez bien, baisse de salaire, augmentation des impôts, il n'y a personne qui aime ça. Donc voilà, alors du coup, bah, la majorité, elle se fracture. C'est là que bah, les ententes qu'on avait acceptées pour prendre le pouvoir, hein, les gaullistes avec les non-gaullistes, bah, forcément, quand ça va mal, ça tiraille. Et là, forcément, chacun veut reprendre ses billes. Et donc Chirac, qui a bien compris que Giscard d'Estaing file du mauvais coton, hein, et que la situation va s'aggraver, bah, finalement démissionne, hein. Ça doit être assez rarissime, je crois que ça doit être le seul Premier ministre qui démissionne, je dis bien qui démissionne, hein, pas qui se fait démissionner. Euh, C'est-à-dire que c'est de son initiative, hein. Il prend de court Valéry Giscard d'Estaing, parce que voilà, Chirac a compris que s'il restait avec Valéry Giscard d'Estaing, il allait être mis dans la même galère et que ça va hypothéquer son avenir politique. Donc il quitte le gouvernement et crée donc un nouveau parti, donc le RPR, qui est toujours le parti gaulliste. Euh, voilà, alors je m'excuse, j'ai un flash d'un seul coup. Je reviens sur ma jeunesse là. Alors je vais vous mettre aussi une vidéo, parce que la jeunesse forcément elle n'est pas contente à ce moment-là, parce elle voit que son avenir s'assombrit. Je vais vous montrer une vidéo assez étonnante aussi où vous avez sur un plateau télévision François Mitterrand qui ben, n'est pas encore élu, hein, à ce moment-là, mais qui est bien voilà, plutôt dans une dynamique montante parce que on voit bien que la droite ne trouve pas de solution pour améliorer la situation économique avec un chômage qui augmente de plus en plus, un déficit qui lui aussi augmente. Et donc vous avez François Mitterrand qui est sur un plateau télévision et qui voilà, bah, fait venir des jeunes, hein, pour montrer que lui s'intéresse aux jeunes. Et vous avez un petit jeune qui est déjà connu à l'époque, hein, mais qui au départ n'était pas vraiment
connu ou reconnu pour ses interventions dans le domaine politique. C'est plutôt un artiste, c'est un chanteur, hein, donc c'est Daniel Balavoine, et qui voilà, est sur le plateau et qui voilà, fait scandale à un moment donné. D'abord, il veut quitter le plateau parce qu'il n'est pas content. Finalement, on le fait revenir et voilà, il lâche un peu ce qu'il a sur le cœur et donc il a une critique très, très acerbe de la société dans laquelle il vit et notamment celle qui à ce moment-là est dirigée par Valéry Giscard d'Estaing. Et en fait, il lance en quelque sorte une ligne de conduite, hein, une espèce comment on va dire ça, de chantage hein, envers Jacques Chirac en disant voilà, si vous voulez être élu président, voilà ce que nous on attend. Et donc il se pose un petit peu en ambassadeur de la jeunesse, ce qu'il est à l'époque, et vous verrez que ce qu'il dit, vous avez le droit de ne pas aimer ce qu'il chante, c'est mon cas par exemple, mais ce qu'il dit on est en 1980, hein, écoutez bien, et notamment sa conclusion, bah, elle est pas plus bête, loin de là, que certains professionnels de la politique peuvent nous balancer régulièrement. Donc voilà, vous pourrez regarder cette vidéo aussi qui est assez étonnante. Donc le gouvernement se disloque un petit peu hein, avec cette crise qui a explosé. Et donc Chirac, qui était plutôt un adepte de la politique de relance, hein, ça ne marchait pas. Valéry Giscard d'Estaing prend donc le contre-pied de ça, prend un nouveau Premier ministre qui s'appelle Raymond Barre, qui est un spécialiste de l'économie. Hein, il fallait bien un professionnel de l'économie pour essayer de trouver des solutions dans cette situation de marasme là, et qui lui, voilà, prend pas de risque et adopte une politique de rigueur. Alors quand je dis elle prend pas de risque, c'est-à-dire que sur un plan économique, c'est probablement la chose la plus sûre à faire, mais c'est clairement aussi la plus impopulaire. Donc la situation bah, va pas forcément s'améliorer beaucoup. Pour autant, voilà, l'image de Giscard d'Estaing et de son gouvernement vont être, enfin, vont descendre, vont être de plus en plus critiquées, hein, ce qui fait qu'on arrive en 1981 où voilà, il y a un ras-le-bol. Il y avait déjà eu un avertissement en 78 où, alors que la droite avait largement le pouvoir, il le récupère, mais vraiment d'extrême justesse. C'était le premier coup de semonce, mais aux élections présidentielles, cette fois-ci, il est de nouveau face à François Mitterrand, mais qui voilà, l'emporte. Donc on est le 10 mai 1981, François Mitterrand arrive au pouvoir. Et alors c'est assez rigolo parce que là c'est pareil, vous pouvez peut-être en parler à vos parents si certains ont quelques souvenirs, ou vos grands-parents. Là, ils doivent très bien savoir, avoir des souvenirs de ce moment-là. C'était assez étonnant. Moi j'étais gamin, hein, j'avais quoi, une dizaine d'années. Mais ça m'avait marqué parce que je voyais à la télé alors je vais vous mettre une petite vidéo aussi, j'en ai pas trouvé une vraiment satisfaisante, mais j'en ai trouvé une petite qui quand même montre un petit peu l'ambiance. Et donc vous avez tous ces jeunes qui sont dans la rue, même tous les ouvriers, qui sont dans la rue avec une rose à la main, c'était le symbole du Parti Socialiste. Et, euh, et je voyais ça à la télé et à ma fenêtre, en même temps, il y avait dans la rue, pareil, des tas de gens qui passaient, qui criaient, qui avaient des roses. Et c'était vraiment un jour de délivrance pour la jeunesse et les gens qui avaient tout perdu pendant cette période de crise économique. Ils étaient persuadés que François Mitterrand allait véritablement tout changer et trouver des solutions à tous leurs problèmes. Et puis, les générations d'avant, qui étaient plutôt sous influence du gaullisme, hein, eux étaient effondrés en disant un homme de gauche au pouvoir, ça va être la révolution, quoi. Ça va être la fin de la démocratie. C'était voilà, on faisait pas bien la différence entre le socialisme et le communisme, et donc il y avait vraiment une inquiétude de la part des personnes plus âgées et notamment les plus riches, parce que là ils se rendaient compte que ça allait être sale temps pour eux. Et donc il y avait donc une France vraiment coupée en deux, hein, entre ceux qui étaient effondrés, c'était d'une certaine manière la fin du monde en France, avec l'arrivée d'un président socialiste, et puis une autre partie de la France plutôt jeune, et plutôt celle qui était pauvre, qui voilà, considère que voilà,
c'est le début d'un autre monde qui s'ouvre. Et voilà, c'était vraiment, vraiment plein d'espoir. Et donc on arrive à la gauche au pouvoir, hein. Donc vous voyez, voilà, la victoire historique, hein. Les Français ont choisi le changement que je leur proposais. Alors voilà, le changement, ça, vous l'avez à toutes les sauces, hein, vous regarderez ça, il y a des choses qui ne changent pas. Quand Valéry Giscard d'Estaing a été élu en 1974, c'était le changement par rapport au gaullisme. Là, c'est le changement par rapport à la droite. Euh, Bon, je les ai plus tous en tête, mais il y avait François Hollande qui a été connu aussi pour ça. Le changement, c'est maintenant. Et donc, voilà, il y a le changement. Chaque nouvelle personnalité politique estime incarner un changement, ce qui est assez étonnant puisque quand on interviewe les Français, de manière générale, la première réaction qu'ils ont, c'est pas forcément vrai, mais la première réaction qu'ils ont, c'est que de toute façon, il n'y a rien qui change, hein. Donc, depuis des années, c'est toujours la même chose, quelles que soient les personnes politiques au pouvoir. Alors, il arrive au pouvoir, et donc, forcément, il va plutôt remettre en place une politique de relance, hein. L'objectif, lui, c'est de, voilà, d'arrêter la rigueur et de permettre du coup aux Français de regagner du pouvoir d'achat, d'avoir plus de temps libre, parce que plus de temps libre, ça veut dire dépenser, hein. Donc l'État accepte l'idée de s'endetter pour donner davantage d'argent aux Français, mais il va leur donner aussi plus de temps libre. Alors les gens vont trouver ça super, hein, avec cet espoir que les gens profitent de leur temps libre pour dépenser l'argent, ce qui va relancer l'économie, hein. Je vous renvoie sur le schéma du New Deal. Mais ça ne va pas forcément fonctionner. Et donc, à un moment donné, il va devoir revenir à la rigueur, puisqu'il ne faut pas oublier non plus quelque chose, c'est que la France fait partie de, alors c'est pas encore l'Union européenne à l'époque, c'est la CE, et les pays membres doivent respecter une certaine ligne de conduite en économie, et tout le monde accepte de ne pas dépasser un pourcentage d'endettement. Alors je ne sais plus si c'était 5% à l'époque ou si c'était déjà 3%. Mais voilà, pour rester membre de la CEE, il fallait que l'État soit pas, les États membres ne soient pas endettés à plus de certains pourcentages de leur PIB. Et là, on était arrivé très borderline avec la politique de relance qui ne marchait pas suffisamment. Et donc, ben, pour respecter les clauses des pays membres de la CEE, Mitterrand a dû du coup revenir à la rigueur. Donc finalement, rebelote, hein, c'est un peu le même cheminement qu'avec Valéry Giscard d'Estaing. Une première étape de relance qui ne marche pas, et ensuite retour à la rigueur, ce qui va lui coûter cher sur un plan politique. Vous avez la liste ici des réformes qui vont être mises en place, vous voyez, assez vite, hein. Il est en 81, il est élu en 81, donc de 81 à 83, vous avez toute une série de réformes dont on va reparler vite fait après, mais donc il engage, hein, clairement des réformes qui sont pas anodines, hein. Il nationalise les grandes entreprises françaises, il augmente donc le salaire minimum, hein. Encore une fois, je dis, c'est augmenter le pouvoir d'achat. Il réduit la semaine de travail qui était de 41 heures, il la descend à 39 heures. Il ajoute une cinquième semaine de congés payés. Donc imaginez là, les patrons, etc., qui disent, bon sang, on rajoute encore une semaine, on paye les gens à rien faire, quoi. On leur paye leurs vacances, quoi. Donc ça heurte les possédants, mais ça réjouit forcément les salariés. Mais encore une fois, hein, je vous ai dit, on monte l'argent, on augmente l'argent, hein, mais en même temps, on augmente le temps libre en espérant que ces gens vont dépenser l'argent, hein, que l'État engage pour le récupérer. On taxe les plus riches, hein, les impôts sur les grandes fortunes. On va essayer aussi de contrôler davantage les propriétaires qui louent des appartements des fois très chers pour des appartements qui sont assez sordides. Écoutez Balavoine et puis vous allez savoir de quoi je parle. On baisse la retraite aussi, l'âge de la retraite qui était à 65 ans, on la baisse à 60 ans. Encore une fois, c'est pareil. On veut donner du temps libre aux gens. À 60 ans, on dit voilà, c'est des gens qui peuvent encore avoir des projets, qui peuvent avoir envie voilà, d'acheter des choses ou de voyager, et donc de dépenser de l'argent. Donc voilà, on fait des réformes sociales, hein, pour que voilà, l'argent recircule et relance l'économie. Et puis c'est aussi le moment où donc, bah, un peu comme je vous ai dit tout à l'heure avec Valéry Giscard d'Estaing et Chirac, hein, les partis de droite, même s'ils ne s'entendent pas forcément, ils décident de travailler ensemble en 74 pour diriger le pays. Là, c'est pareil.
François Mitterrand, il est élu parce qu'avant, il n'avait jamais réussi, parce que la gauche est généralement très divisée en plein de petits partis. Vous n'avez qu'à suivre vous n'aurez qu'à suivre les élections de l'année prochaine et vous verrez déjà que c'est un des grands enjeux, même pour les départementales et les régionales qui auront lieu dans quelques semaines, euh, où on voit que la gauche cherche à s'unir, mais elle a du mal, hein, entre les écolos, la France insoumise, le Parti communiste, ce qui reste des socialistes, et puis divers groupuscules plus ou moins de gauche. Ben, s'ils ne s'entendent pas, ils vont tous faire entre 1 et 6% aux élections. S'ils s'entendent, ça peut faire pas mal. Et c'est ce qui se passe par exemple pour la région des Hauts-de-France, hein, où la gauche a réussi à s'unir derrière, si je me souviens bien, une candidate verte, hein, qui s'appelle Karima Deli. Tous les mouvements de gauche ont décidé de faire campagne commune pour cette personne, pour permettre à la gauche, qui, je vous rappelle, n'a aucun élu au Conseil régional des Hauts-de-France, hein, ils ont perdu les élections la fois dernière, ben, vont essayer de revenir au Conseil régional. Le Conseil régional des Hauts-de-France est aux mains du mouvement de droite, hein, et d'extrême droite. Donc voilà, dans les années 70, enfin, pendant le septennat de Valéry Giscard d'Estaing, Mitterrand va œuvrer à essayer de rallier tous les mouvements de gauche derrière lui, notamment le Parti communiste, et il y arrive, c'est aussi pour ça qu'il est élu en 81. Et donc il va donner, du coup, pour récompenser, hein, des ministères aux communistes notamment, pour leur remercier de leur fidélité. Donc Mitterrand qui arrive au pouvoir, ce qu'on appelle l'alternance politique, l'alternance entre la droite et la gauche, hein, qui va perdurer pour quelques mandats. On ne le sait pas encore à l'époque, mais ça va être le cas. Et donc, comme je disais, 4 ministres communistes entrent dans le gouvernement, qui est donc formé par Pierre Mauroy. Pierre Mauroy, c'est le premier ministre de François Mitterrand. Voilà, peut-être vous le connaissez, c'est l'ancien maire de Lille. C'est un personnage assez emblématique du nord de la France. Alors, comme je vous l'expliquais tout à l'heure, hein, pour soutenir le pouvoir d'achat, il met en place une politique de relance. Je ne reviens pas là-dessus, je vous l'ai expliqué. Donc, le sort des salariés, enfin, le gouvernement augmente le salaire minimum, les allocations familiales, le minimum vieillesse. Donc voilà, il met de l'argent sur le tapis, hein. Le sort des salariés s'améliore avec l'abaissement de la retraite à 60 ans, cinquième semaine de congé payé, semaine de 39 heures au lieu de 40 heures. En 82, donc, ils nationalisent les entreprises les plus riches, hein, pour en prendre le contrôle et leur piquer aussi un petit peu d'argent. Et puis vous avez des réformes de société, une de celles qui va rester et qui est une des premières qui sera votée, hein, et qui a aussi divisé la France en deux, hein, c'est l'abolition de la peine de mort, hein. Ça, c'est quelque chose qui a fait longtemps débat, qui fait toujours débat, hein, notamment avec les événements terroristes qui endeuillent la France régulièrement. Voilà, est-ce qu'il fallait l'abolir, pas l'abolir, ou les crimes sexuels, hein, mais c'est voilà, la France a tranché et elle fait partie de ces pays qui ont avancé sur ce sujet et qui, bon, a priori, n'y reviendront pas. Mais bon, voilà, cette politique de relance, bah, elle ne fonctionne pas, hein. La dette augmente, hein, je vous l'ai expliqué juste avant, hein. Donc le déficit augmente, la dette augmente, les gens ne consomment pas suffisamment, le taux de chômage augmente, et du coup, bah, finalement, comme je vous dis, la France, elle doit tenir des engagements pour lesquels elle s'est engagée auprès de l'Europe, doit finalement renoncer à cette politique de relance, change de Premier ministre, met Laurent Fabius, qui relance une politique enfin, qui relance, c'est pas le bon mot, mais qui met en place une politique de rigueur, parce que justement c'est pas la relance, c'est la rigueur, et qui forcément va être du coup très, très mal perçu par la population, qui se sent un petit peu trahie par les engagements que François Mitterrand avait donnés en 81. Alors, du coup, bah, on lui fait payer, hein, et aux élections de 1986, aux élections législatives, hein, eh ben, badaboum, comme on l'a vu dans ce même schéma tout à l'heure, hein, c'est la droite qui est de nouveau élue. Et donc, on arrive à cette fameuse cohabitation, ou alors on pensait au départ que ben voilà, la droite avait gagné les élections, ce qui était un désaveu pour François Mitterrand, et qu'il allait donc démissionner de son poste de président.
et ben lui, contre toute attente, annonce qu'il le reste, parce qu'il n'y a rien qui l'oblige à partir, parce que lui, il a été élu pour 7 ans, et donc il a l'intention de faire son mandat jusqu'au bout, et donc il va s'occuper de ce qui est clairement marqué dans la Constitution de la Ve République. Le président s'occupe des affaires étrangères, il représente la France à travers le monde, et c'est lui qui signe les lois expéditives, hein, comme les décrets et les ordonnances. Donc voilà, Jacques Chirac s'occupera des affaires nationales. Donc du coup, euh, c'est une grande première, hein, et ça se passe pas forcément très très bien entre François Mitterrand et Jacques Chirac, parce qu'il décide du coup de prendre comme Premier ministre ben, celui qui est en tête, hein, celui qui est le plus grand parti, celui qui a gagné les élections, qui a le plus de sièges à l'Assemblée nationale. Donc c'est le RPR. Le RPR est dirigé par Jacques Chirac et donc il se conforme il respecte la démocratie. Hein, il dit voilà, je prends le chef du parti qui a gagné le plus de sièges aux élections et qui fait partie de la nouvelle majorité. Parce que vous allez me répondre, bah oui, le Parti socialiste il a plus de sièges, bah oui, mais il a perdu la majorité. Donc cette alliance ici, hein, parce ils ont annoncé officiellement qu'ils faisaient alliance, c'est différents partis de droite, voilà, c'est Jacques Chirac qui est élu. Avec, ah, c'est pas, j'ai pas le temps de rentrer dans les détails, mais avec l'idée dans sa tête, déjà Mitterrand qui est un fin stratège, de prendre juste sous son pouvoir, hein, celui qui est son potentiel plus grand adversaire aux élections de 88. L'objectif étant donc de lui mettre un maximum de bâtons dans les roues pour qu'il ne réussisse pas finalement à redresser la situation de la France et gagner les élections suivantes. C'est exactement ce qui va se passer. Mitterrand va la jouer très calme, en disant voilà, moi je suis dans mon rôle, je tiens mon rôle, et j'ai le droit de ne pas signer des ordonnances, j'ai le droit de ne pas signer des décrets, et il va refuser d'en signer certains. C'est mon droit, j'ai le droit, et Chirac, forcément, ça va l'énerver. Forcément, celui qu'on va percevoir comme étant véritablement l'homme d'État, celui qui arrive à se mettre au-dessus et qui reste calme, c'est Mitterrand, alors qu'on a un Premier ministre qui s'agace, qui s'énerve, et on se dit qu'il n'est peut-être pas fait pour diriger le pays parce qu'il ne garde pas ses nerfs. Et donc, aux élections de 88, bah, c'est François Mitterrand qui va battre Jacques Chirac aux élections, avec de nouveau un débat qui va faire date, avec une petite phrase assassine cette fois-ci de François Mitterrand à l'encontre de Jacques Chirac, qui montre vraiment tout le mépris, croit-on, tout au moins à l'époque. Je vous en parlerai un peu plus tard dans une autre séquence, mais finalement, c'était un peu du je t'aime moi non plus. Et là, on a vraiment l'impression qu'il y a du mépris dans la façon de Mitterrand de s'adresser à Jacques Chirac, ce qui n'était pas forcément le cas. Mais ça a été perçu comme ça à l'époque, et il a eu du mal à s'en remettre de cette petite phrase qui a l'air complètement anodine, hein. Mais je vous la laisserai écouter parce que je vais vous mettre le lien aussi. Et ça lui est resté, Jacques Chirac, cette réplique de François Mitterrand. Donc le mécontentement des Français explique la défaite de la gauche aux législatives de 1986. Elles ont lieu à la proportionnelle. Ah oui, alors à la proportionnelle, deux mots là-dessus, hein, je vous ai déjà expliqué. Les élections, on peut le faire au scrutin majoritaire ou au scrutin à la proportionnelle. Proportionnelle, c'est n'importe quel parti, même s'il a 0,5%, il a 0,5% des sièges. Donc ça va diluer la répartition des sièges à l'Assemblée. Alors ça, c'est une tentative stratégique de François Mitterrand, mais qui va échouer. Parce que finalement, il n'y a pas beaucoup de petits partis qui vont en être gagnants, sauf un, qui va être le Front National, qui va émerger d'un seul coup et qui, pour la première fois de l'histoire, entre à l'Assemblée nationale. Et ça, on va en vouloir beaucoup aussi à François Mitterrand. Certains disent que c'est lui qui a fait rentrer finalement le Front National, qui était un groupuscule contestataire dont personne ne comprenait l'importance. D'un seul coup, ils ont des députés à l'Assemblée et ça fait mal, quoi. Et donc il perd les élections, il nomme Jacques Chirac pour former un nouveau gouvernement, c'est ce qu'on va appeler la cohabitation. Et donc, bah voilà, Jacques Chirac va essayer de défaire un petit peu tout ce que Mitterrand a fait. Et il va se mettre un peu dans la lignée de ces politiques ultralibérales dont on a déjà parlé dans le chapitre précédent,
hein, de Ronald Reagan, de Margaret Thatcher, qui va libérer l'économie, hein, quitte à faire laisser des gens sur le bord de la route, hein, ce qui va pas forcément le rendre populaire. Hein. Mitterrand avait mis un impôt sur les grandes fortunes pour essayer de prendre aux riches et donner aux pauvres. Lui, qui est de droite, Chirac, qui plutôt défend les riches, enfin, tout au moins n'a rien contre les riches, supprime les impôts sur les grandes fortunes, ce qui fait que la population pauvre n'a pas du tout apprécié cette mesure-là. Euh, l'obligation pour protéger les salariés aussi, Mitterrand qui avait mis voilà, des démarches administratives assez complexes pour licencier les gens, pour essayer d'empêcher les licenciements. Lui, il va simplifier ça, et donc on va dire que voilà, il fait une loi aussi qui est favorable aux grands patrons qui peuvent licencier quasiment du jour au lendemain les employés. Donc la France, qui est plutôt pauvre, va pas bien sûr adhérer à ces mesures de Jacques Chirac. Et comme je vous l'ai dit, ben, Mitterrand, il laisse se débrouiller Jacques Chirac dans les affaires économiques du pays, dont lui-même n'avait pas trouvé de solution. Donc à la limite, il est bien content que ce soit quelqu'un d'autre qui s'y colle. Et il est assez content de voir que il est aussi dans la panade. Hein. Hop, Mitterrand lui monte d'un cran, s'occupe véritablement de l'incarnation de la France à l'étranger, ce qui le met un peu à l'abri des problèmes économiques et sociaux. Et donc, aux élections présidentielles, c'est de nouveau lui, contre toute attente, qui finalement remporte les élections et est élu pour un deuxième mandat assez facilement. Hein. 54-46, c'est quand même une grosse claque au deuxième tour d'une élection présidentielle. Donc voilà un petit peu ce qu'on pouvait dire sur la politique. Donc c'est assez dense, hein. J'espère que vous avez à peu près compris l'ensemble. Donc n'hésitez pas à regarder les vidéos, franchement ça éclaire, puis ça fait sourire quand même, quoi. Et puis n'hésitez pas à me poser des questions s'il y a des choses qui sont pas claires. Voilà, je vous souhaite bon courage et puis on se revoit donc vendredi de toute façon pour la petite interro. À bientôt.